À l'ouest du bassin méditerranéen et à 200 km au large des côtes de l'Espagne continentale, l'archipel des Baléares est composé de 4 îles principales. La plus importante d'entre elles en superficie est Majorque. La surface de Majorque ne couvrirait pas la moitié de la Corse. D'ouest en est, Majorque atteint tout juste 100 km. L'île, de forme compacte, est encadrée par 2 chaînes de montagnes côtières. À l'horizon, les plus élevés des sommets dépassent souvent 1000 mètres d'altitude. Majorque a taillé dans le calcaire différents reliefs, des falaises intraitables et des collines abruptes qui descendent sans transition jusqu'à la mer. Au milieu de l'île s'ouvre une vaste plaine. Elle est couverte de dépôts fertiles abandonnés par la mer et enrichis pendant des millénaires par les alluvions des cours d'eau. C'est dans la chaîne de montagnes du nord-ouest que se dresse le Puig Major, le point culminant des Baléares, à plus de 1440 mètres. Grâce à la diversité des milieux naturels, la végétation rassemble de nombreuses espèces. Outre les végétaux caractéristiques du climat méditerranéen, comme les plantes grasses, plusieurs espèces, propres aux régions tempérées, ont réussi à s'adapter sur une île bien ventilée. Des milliers d'oiseaux font escale à Majorque sur la route de leur migration. L'île occupe une position stratégique qui n'a pas échappé aux Carthaginois et à leurs ennemis, les Romains. Après une longue période musulmane, les Catalans prennent possession de l'île. Au milieu du XIVe siècle, elle est rattachée à l'Espagne. Dès 1983, les Baléares constituent une communauté autonome intégrée au Royaume d'Espagne. Depuis des siècles, la population de Majorque a vu passer de nombreuses cultures étrangères. Elle a pourtant conservé sa propre identité et le sens de l'hospitalité. Dans la plaine centrale, quelques localités s'étalent, mais sans empiéter sur les terres agricoles. Lorsque la montagne l'impose, les villages se font petits en évitant les fortes pentes et en se fondant dans le décor. Les Baléares comptent près d'1 million d'habitants et 80% d'entre eux vivent à Majorque. Malgré la croissance démographique, l'île n'a pas renié ses origines. Entre le passé et le présent, l'architecture tire un trait d'union. Toutes les influences s'y croisent pêle-mêle entre les courbes mauresques et celles du modernismo, la version espagnole de l'Art nouveau. La religion chrétienne est largement prédominante. Elle peut être catholique et même orthodoxe, en témoignage de l'époque byzantine. Les convictions religieuses ont imprégné les traditions. Ainsi, les fêtes de Pâques sont célébrées avec ferveur. La foi chrétienne et ses multiples expressions nourrissent la plupart des manifestations folkloriques sur l'île. La beauté de l'âme génère la beauté plastique. Une constante sur une île dont la lumière a séduit les créateurs, et pas des moindres. Salvador Dali, Pablo Picasso, Juan Miró. L'œuvre d'art prend une telle dimension que les ronds-points lui réservent une place centrale. L'île est devenue un foyer artistique très actif. Dans la foulée des 3 grands maîtres espagnols du XXe siècle, de nombreux artistes se sont installés. Les couleurs et les formes les inspirent. Ils ont trouvé sur l'île le moyen de fondre le soleil et les arts. À Majorque, la création artistique a gardé une dimension populaire. Le secteur agricole en déclin a choisi de privilégier désormais la qualité à la quantité. Une bonne idée qui profite depuis quelques années à la production des amandes, mais aussi à celle des olives et surtout aux agrumes.
La gestion de l'eau doit beaucoup aux musulmans et à leur technique d'irrigation. Longtemps, l'agriculture servie par une terre riche fut l'unique ressource économique. Dans le passé, plus de 65% de la population active se consacrait à la terre. Aujourd'hui, l'agriculture contribue au produit intérieur brut à hauteur de 2% seulement. Les produits du terroir ont développé leur attrait. Depuis l'entrée de l'Espagne dans l'Union européenne, les contraintes sont sans doute plus fortes. Mais les races d'élevage sélectionnées et le retour aux méthodes artisanales ont ouvert de nouveaux marchés. Le succès des petits producteurs en témoigne. On retrouve le goût des préparations traditionnelles. Salées, fumées, séchées ou baignées dans l'huile, les productions sont conservées comme au temps où la réfrigération n'existait pas. Depuis des temps immémoriaux, l'île cherche des moyens de subsistance. En utilisant les vents dominants, en creusant le sol en profondeur ou en exploitant les marais salants. On en extrayait un sel réputé dès l'Antiquité dans toute la Méditerranée. Majorque fait appel à l'hydroélectricité pour assurer la production d'énergie. En raison de son isolement, l'île ne peut pas compter sur une industrie performante. La contribution du secteur industriel au produit intérieur brut ne cesse de diminuer. En revanche, certains domaines prospèrent comme la fabrication de perles artificielles ou du verre soufflé. Les échanges sont facilités par un excellent réseau routier, dense et récent. Les infrastructures routières ne sont pourtant pas favorisées par la configuration des lieux. De nombreux ouvrages d'art ont été construits pour faciliter la circulation contrariée par le relief. Un trafic incessant a conduit l'aéroport de Majorque au 3e rang national. On y compte plus de 20 millions de passagers par an. Les nouvelles technologies et l'essor des télécommunications ont sorti Majorque de son isolement et contribué à son développement. Mais le secteur qui a dynamisé l'économie est d'évidence le tourisme. Il fournit 70% des revenus de l'île. Grâce au tourisme, le taux de chômage aux Baléares est nettement inférieur à la moyenne espagnole. L'ensoleillement, les paysages et le niveau de vie abordable expliquent le succès touristique à partir des années 1960. À côté du tourisme de masse, Majorque offre d'autres modes d'accès. Les visiteurs peuvent entrer en contact avec le patrimoine et la nature, des valeurs authentiques en harmonie avec une île baignée par le soleil et les arts. Sur la côte au sud-ouest, la ville de Palma est la capitale de Majorque et de toute la communauté autonome des Baléares. Elle a été fondée par les Romains au 1er siècle avant Jésus-Christ, dans un site bien abrité au creux d'une large baie. La cité jadis appelée Medina Mallorca fut musulmane pendant 5 siècles. Elle connut son apogée avec les Catalans qui la baptisèrent Ciutat de Mallorca, un nom qu'elle conserva jusqu'au XVIIIe siècle. Palma connaîtra un rayonnement exceptionnel à travers toute la Méditerranée. Mais son expansion s'arrêtera net avec la découverte de l'Amérique. Les expéditions transatlantiques mobiliseront tous les intérêts et le port sombrera dans l'oubli. L'architecture reflète les différentes époques de la ville. Malgré une longue présence des musulmans, on a sauvegardé relativement peu de traces de leur présence, à l'exception notamment de l'ancienne résidence des vizirs maures, le palais-forteresse de l'Almudaïna. L'imposante cathédrale contient à elle seule plusieurs siècles d'histoire. Dans les jardins au pied de la cathédrale,
la création artistique a trouvé un terrain de plus pour s'exprimer. Majorque étonne par son audace dans le mélange des formes et des styles. Moine ou statue? Les apparences sont souvent trompeuses. La cathédrale s'élève à l'emplacement d'une ancienne mosquée. Sa construction fut décidée au XIIIe siècle par le roi d'Aragon. Il avait essuyé une tempête en mer et avait promis de bâtir une église en l'honneur de la Vierge s'il survivait. Le roi ne vit pas l'édifice achevé, car il fallut 371 ans de travaux pour le construire. Pour son exploitation de la lumière et sa décoration baroque, la cathédrale prend une grande place dans le cœur des Mallorquins. Ils l'appellent la Seu, qui veut dire siège épiscopal en catalan. Tous les ans, on sort la Lledanya, une croix en cire, pour obtenir de bonnes récoltes. Elle accompagne la procession organisée à l'occasion de la fête Dieu. Pour la circonstance, les caballettes, les cavaliers, sont de sortie. Les chevaux de carton sont présents dans de nombreuses fêtes à Majorque. Leur origine remonte au Moyen Âge. La cavalcade rappelle les affrontements entre les chrétiens et les musulmans. Dans un contexte religieux, les caballettes représentent l'opposition entre le bien et le mal. Le défilé fait aussi appel à un groupe de danseurs, les cossiers. Leur participation à la fête Dieu remonte au milieu du XVIe siècle. Derrière la Lledanya défilent les élégantes Mallorquines. La fête Dieu n'a pas de date fixe dans le calendrier de l'Église catholique, mais on la célèbre obligatoirement après la Pentecôte, entre le 21 mai et le 24 juin. Le clergé porte la chasuble blanche couleur de fête. Au milieu des volutes d'encens, une hostie consacrée parcourt les rues de la ville. La vieille ville semble sortie en droite ligne du Moyen Âge. Les maisons occupent le moins d'espace possible. En effet, l'espace manquait à l'intérieur d'une enceinte qui cerna la ville jusqu'au XIXe siècle. Les maisons de maître disposaient, elles, d'une surface confortable. Autour du patio s'agencent les parties habitées, toujours situées aux étages supérieurs. Lorsque les risques de conflit s'atténuèrent, les aristocrates renoncèrent à s'enfermer dans des palais fortifiés. Au XVIIIe siècle, ils préférèrent le confort de demeures plus lumineuses, comme le palais March, siège du musée d'art espagnol contemporain. Juan March fut à la tête d'une immense fortune initiée grâce à la contrebande. Dans les années 1950, il créa une fondation qui porte toujours son nom. Une fois les remparts détruits, la ville changea d'allure. On traça de longues artères rectilignes flanquées d'immeubles plus élevés et plus spacieux. Le temps était venu pour les urbanistes de donner à la cité une autre envergure. Il fallait se débarrasser de l'exiguïté médiévale.
chef-d'œuvre de symétrie, la Plaça Mayor est un joyau du baroque. Au cours des 2 derniers siècles, les architectes laissèrent leur créativité s'exprimer pour satisfaire les goûts d'une riche clientèle. Toutes les influences convergeaient sur le même support dans un mélange foisonnant de lignes, de moulures, de frises et de bas-reliefs. Dans plusieurs pays européens, l'art nouveau émergea à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle. Il reprenait des motifs végétaux qu'il travaillait dans la pierre, le verre, le bois et le métal. Les environs de Palma sont prisés pour les résidences d'été. C'était déjà vrai au XIVe siècle quand on construisit le château de Bellver à l'intention des rois de Majorque en villégiature. Le nom Bellver signifie « belle vue ». Tout près de Palma, la végétation reprend vite ses droits. Elle envahit le jardin d'une maison mallorquine typique du XVIIe siècle. Les murs sont couverts de dessins réalisés au charbon de bois par l'un des artistes majeurs du XXe siècle, Joan Miró. La fondation Pilar et Joan Miró porte le nom de l'artiste et de sa femme. Elle a été créée en 1981 autour des ateliers que Miró utilisait lorsqu'il résidait à Majorque. Le peintre, né à Barcelone, passait ses vacances sur l'île. Il s'installera définitivement à Majorque à 63 ans, jusqu'à la fin d'une existence entièrement vouée à la création. Les sculptures de Miró s'intègrent à un ensemble où l'architecture sert d'écrin. Dans les différentes fondations consacrées à l'artiste, les œuvres d'art et les bâtiments ne font qu'un. Pour la directrice de l'institution, l'environnement de l'île explique tout. Traditionnellement, en ce qui concerne l'art, et notamment l'art contemporain, le niveau est très élevé à Majorque. Il y a beaucoup de galeries et d'œuvres d'art. Palma est la ville d'Espagne dans laquelle se trouve le plus grand nombre de galeries d'art. On dit qu'à Majorque, il y a une passion pour la poésie et la peinture. C'est peut-être à cause de notre environnement d'île méditerranéenne, avec cette richesse de paysages, cette tranquillité qui ont servi de support à la création pour tant d'artistes dans nos îles. Miró fut séduit par Majorque. Depuis les impressionnistes et post-impressionnistes jusqu'à aujourd'hui, c'est un refuge pour les artistes venus du monde entier, comme pour les artistes de l'île. Il est évident que quand Miró a connu Majorque, son intérêt pour l'île a été de plus en plus grand. De plus, sa femme Pilar Juncosa était mallorquine. Il a tenu à avoir sa résidence sur l'île car Majorque, d'une façon tout à fait naturelle, stimulait sa créativité artistique. Miró est mort ici en 1983. À la nuit tombée, le centre de gravité à Palma se déplace le long du bord de mer. Le week-end, les groupes de jeunes se forment pour le botellón. Ils se rassemblent avant de choisir l'endroit où ils finiront la soirée.
En s'éloignant de Palma et en direction de l'est, la ville s'efface devant les cultures. Au pied de la Serra de Tramontana, la montagne de la Tramontane, commence la plaine démesurée qui s'étend au centre de l'île. Elle est souvent balayée par la tramontane, un vent fort, sec et froid qui souffle du nord-ouest. D'innombrables moulins ponctuent la plaine. Tantôt ils servent à pomper l'eau des nappes phréatiques, tantôt ils entraînent une meule pour moudre le grain. L'énergie éolienne, propre, gratuite et illimitée, est exploitée sur l'île depuis des siècles. On ne sait pas précisément depuis quand les moulins peuplent l'île. En tout cas, on en prend soin, on les restaure. Car sans eux, la plaine mallorquine ne serait pas à perte de vue l'immense jardin qu'elle est devenue. Et même si l'agriculture est en recul, il n'est pas question d'abandonner des terres aussi fertiles. Pour l'élevage et pour les céréales, tout réussit à une terre bénie des dieux. Mais cela ne va pas sans mal. En effet, même si la terre est fertile, elle exige des soins constants avant de récolter les fruits d'un dur labeur. Malgré la qualité des récoltes, la passion de la terre n'anime plus beaucoup de jeunes Mallorquins. Bon nombre de propriétés familiales sont aujourd'hui vendues, faute de vocation. Sur les étals des marchés, les connaisseurs apprécient la diversité des salaisons. On produit différentes charcuteries à Majorque. Mais l'air marin humide ne convenant pas au séchage du jambon, on l'importe d'Espagne continentale. À côté des cochonailles, Majorque propose différents fromages à base de lait de vache ou de brebis. Pour certaines productions, comme les agrumes, l'île subit la concurrence du Maghreb tout proche. Alors les exploitants réagissent. Ils sélectionnent les espèces les mieux adaptées à leur région. Ils produisent moins et tâchent de retrouver les saveurs naturelles. Les vertus thérapeutiques des plantes médicinales se transmettent de génération en génération. La nature a réponse à tout. La prospérité d'un village se mesure souvent à la richesse de son église. La décoration de l'édifice peut avoir un rapport avec les productions locales. La vigne faillit disparaître du paysage mallorquin à la fin du XIXe siècle avec le fléau du phylloxéra, un puceron parasite. Il fallut attendre le XXe siècle pour relancer la production de vins locaux. Pour augmenter le taux d'humidité dans les caves, on pulvérise de l'eau. La qualité du vin de Majorque est reconnue. À Majorque, il y a deux appellations contrôlées. Ici où on se trouve, c'est Benissalem. C'est la plus ancienne, avec des vignobles répartis sur 5 municipalités. Et l'autre s'appelle Pla de Llevate. On la trouve dans l'est de Majorque. C'est une région bien plus vaste et qui produit encore du vin qui date de l'époque des Romains. À l'ombre des églises médiévales, les mentalités évoluent très vite en Espagne. Mais le mariage a encore de beaux jours devant lui, dans un pays où l'on connaît l'emprise de la religion catholique.
L'église est toujours remplie pour les cérémonies religieuses, mais les Mallorquins aiment aussi se retrouver en nombre dans d'autres circonstances, et notamment pour les courses, à l'hippodrome de Manacor. Toujours à Manacor, mais changement de public, pour un concert de rock catalan. Depuis la nuit des temps, on souffle le verre dans le bassin méditerranéen. Sur l'île de Majorque, la réputation de l'artisanat du verre n'est plus à faire. Le souffleur commence par cueillir, et non pas cueillir, un bloc de verre fondu. Il souffle dans la canne pour donner du volume à la pièce. En utilisant différentes techniques, l'artisan choisit la forme du verre malléable. Pour étirer le futur objet en longueur, il a recours à la force centrifuge. Le verre prend des couleurs lorsqu'on y ajoute de la poudre de métal. Grâce à leur maîtrise du verre, les Mallorquins ont développé la fabrication de perles. La perle Majorque est le nom générique qui désigne les perles artificielles. La baguette de verre, elles font plus ou moins 1100-1200 degrés et on laisse tomber cette goutte de verre fondue sur un fil en cuivre qui tourne. Automatiquement, dû à la rotation du fil, la perle se fait ronde. Plusieurs étapes sont nécessaires dans le processus. Comment les boules de verre deviennent-elles des perles? Elles deviennent des perles parce qu'après on les démonte, on les monte à nouveau sur un autre procédé pour les donner les différentes couches de nacre. En première qualité, par exemple, que l'on emploie nous, on arrive à donner 36 couches de nacre. Cette nacre, c'est des produits qu'on mélange à base d'écailles de poisson et du kaolin. C'est tous des procédés secrets. Majorque possède une réputation mondiale dans la réalisation des perles artificielles. Une fois autour du cou, l'illusion est parfaite. Après avoir traversé la plaine, on aboutit sur la côte orientale. Les endroits pour accoster sont rares. D'où l'attrait des petits ports de la côte est, encore fréquentés par les pêcheurs. Plusieurs ports de la côte est étaient déjà accessibles à l'époque romaine. Ils offrent aujourd'hui un mouillage tranquille, car ils sont à l'abri d'un riou, un bras de mer enfoncé dans les terres. Les localités de l'intérieur venaient s'y approvisionner en produits de la pêche. Sur la côte, des grottes impressionnantes ont été creusées dans le calcaire. Une véritable forêt de concrétions calcaires tapisse la grotte. Elle se reflète dans les eaux d'un lac souterrain, l'un des plus grands d'Europe, le lac Martel. Il porte le nom d'un spéléologue français qui a exploré l'endroit à la fin du XIXe siècle.
Au plus profond de la grotte, le spectacle change soudain. Sur des barques éclairées, des musiciens parcourent la cathédrale souterraine. En montant vers le nord par l'intérieur de l'île, on longe la Serra de Levante, la montagne du Levant. La deuxième chaîne montagneuse se contente de modestes sommets. À l'ombre des cyprès, l'ermitage de Bethléem a été fondé au début du XIXe siècle. À Majorque, plusieurs lieux semblables favorisent la solitude, la prière et le silence. De l'ermitage, la vue est imprenable sur une vaste baie au nord-est de l'île. La baie décrit une ample courbe isolée des vents du large. L'endroit a été choisi par les Phéniciens pour fonder la ville d'Alcúdia, la plus ancienne cité de Majorque. Le mur d'enceinte qui protège la vieille ville fut élevé au XIVe siècle après le départ des musulmans. Derrière les murs, les différentes pages de l'histoire d'Alcúdia sont écrites dans l'architecture, à l'exception de la période romaine qui, elle, a laissé des traces en dehors de l'enceinte. La cité fut jadis la capitale de Majorque. Un pont de l'époque romaine, le seul du genre à Majorque, conduit à la petite ville de Pollença. Elle a été créée lors de la reconquête chrétienne par les habitants d'Alcúdia, qui étaient sans cesse en proie aux violentes attaques des pirates. Leurs prières montaient le long d'un escalier de pierre, le chemin du calvaire, le Carrer del Calvari, formé par autant de marches qu'il y a de jours dans l'année. Leurs prières furent vaines, Pollença fut elle aussi victime des pirates. La baie de Pollença fournit, il est vrai, un abri confortable que les pirates ne pouvaient ignorer. Aujourd'hui, ses occupants ont des activités plus pacifiques. Au-dessus de Pollença, la Serra de Tramontana touche à sa fin. Mais elle refuse de céder à la mer en se prolongeant d'une longue péninsule rocheuse. Elle marque l'extrémité nord de Majorque, la presqu'île de Formentor et le cap du même nom. Une route de 20 km conduit au phare qui domine le cap. De l'autre côté de l'île, la cathédrale de Palma se prépare pour les fêtes de Pâques. Le vendredi saint, de curieux personnages avancent d'un pas pressé. Sous la bannière de leur confrérie, ils se regroupent en habits de cérémonie en attendant le signal du départ. Les statues religieuses sont transportées sur les passos, une sorte de lourd autel en bois. Plusieurs hommes sont nécessaires pour déplacer l'ensemble, toujours richement décoré. Les confréries se dirigent vers l'hôpital, le point de ralliement du cortège. Certains passos disposent d'une direction assistée. Le poids de la charge rend les pauses indispensables.
Les origines de la procession remontent au Moyen Âge. À l'époque, la majorité de la population ne savait pas lire. Pour procéder à son éducation religieuse, le cortège reproduisait des scènes de la Passion du Christ, souvent de manière réaliste. Comme pour la fête Dieu, le cortège est ouvert par des cavaliers. Dans le cortège, la majorité des participants sont des nazarenos, des pénitents cagoulés. La cagoule met tout le monde sur un pied d'égalité, mais la concurrence est grande entre les confréries. Arborer le Christ le plus éprouvé est l'objectif qu'elles se donnent toutes. Les confréries rivalisent aussi dans la décoration des passos. Il n'y a jamais trop de fleurs ni de cierges. Lorsqu'un cierge laisse couler trop de cire, les enfants de chœur interviennent aussitôt. Malgré le poids de la charge, les costalieros, les porteurs, progressent en rythme et sans heurts. Ils se relaient et se ravitaillent en chemin. Les pénitents portent une croix comme le Christ le jour de sa mort. Mais d'autres personnages bibliques sont portés sur les passos. Certains tirent des chaînes pour s'imposer une sanction plus pénible. C'est la survivance des châtiments corporels que s'infligeaient les pénitents en mémoire des souffrances endurées par le Christ. Sillonnant la ville, la procession marque le point culminant de la Semaine sainte. À l'ouest de Palma, on atteint rapidement la pointe occidentale de Majorque. L'extrémité de l'île encadre le port d'Andratx, au bout d'une rade étroite et profonde. Seules des habitations récentes escaladent les collines au-dessus du port. La ville d'Andratx, en effet, s'était installée plus à l'intérieur des terres par crainte des pirates. La route qui longe la côte au nord-ouest doit négocier son passage avec la Serra de Tramuntana. La montagne laisse peu d'espace à la circulation, car elle plonge brutalement ses roches dans la mer. Le long du littoral, les villages n'ont d'autre solution que de s'accrocher au relief. Les localités se blottissent contre le rassurant clocher de leur église. Les terrasses dessinent un jardin de vignes au bord de la mer. C'est la signification du nom arabe donné au village de Banyabulfa. Les musulmans ont quitté Majorque depuis 8 siècles et les rois chrétiens ont tout fait pour gommer les traces de leur passage.
Mais leur influence ici est toujours perceptible. Les oliviers peuvent vivre plusieurs centaines d'années. C'est à leur tronc noueux qu'on reconnaît les arbres âgés. Et même quand ils ont atteint un âge avancé, ils continuent de produire des fruits. Dans les jardins de l'ancien monastère de Miramar, les oliviers faisaient partie du patrimoine. On pressait les olives pour recueillir l'huile et ainsi subvenir aux besoins d'une communauté fondée au XIIIe siècle. Toujours dans le domaine de Miramar, une maison a connu un propriétaire illustre. Elle appartint à un membre de la famille de Sissi, l'impératrice d'Autriche. La jeune femme qui sillonna la Méditerranée appréciait son cousin Louis Salvador de Habsbourg, maître des lieux et grand amoureux de Majorque. L'amour a aussi écrit quelques belles pages dans l'histoire de Valdemosa. Le village est très prisé par les familles aisées de Palma, pour sa quiétude et sa fraîcheur. Rien ne devait troubler la vie paisible de la localité, jusqu'au jour où la notoriété d'un visiteur de passage changea le cours de son existence. La petite bourgade ne demandait pourtant rien de plus que vivre paisiblement dans l'ombre de la Chartreuse, fondée par les disciples de Saint Bruno au XIVe siècle. Les Chartreux existent depuis le XIe siècle. Ils forment un ordre contemplatif nourri de silence et de solitude. Ils détiennent aussi les secrets des plantes et leur pharmacie révèle une connaissance pointue des préparations thérapeutiques. Les Chartreux accumulèrent ici une somme de connaissances. Pourtant, dans la première moitié du XIXe siècle, les ordres religieux devinrent indésirables à Majorque, et les Chartreux furent contraints de quitter Valdemosa en abandonnant leurs biens. Les Chartreux laissèrent presque intactes leurs cellules austères vouées au renoncement et à la prière. Mais après le départ des moines, la Chartreuse ne fut pas désertée pour autant. Elle accueillit notamment dans ses murs, pendant près de 2 mois, un célèbre couple d'amoureux. La chartreuse de Valdemosa est composée de différentes cellules. Il y en a 2 qui sont un peu particulières. Celles que louèrent Frédéric Chopin et George Sand pendant les années 38 et 39. Ils passèrent ici ce qu'ils ont appelé un hiver à Majorque. Chopin espère bien profiter du climat méditerranéen. Le compositeur est en effet déjà très malade. Cependant, rien ne peut l'empêcher de travailler. Dans ces 2 cellules, il y a 2 pianos. Le premier, c'est le fameux piano mallorquin, sur lequel Frédéric Chopin a commencé à travailler et sur lequel il a composé des morceaux. Et l'autre, c'est le piano Pleyel qu'il avait commandé à la maison Pleyel à Paris. Le deuxième piano arriva quelques jours trop tard. Les amants avaient quitté la Chartreuse et Valdemosa avant le retour du printemps. Sur la côte au nord-ouest, le port de Soyer bénéficie de la protection des montagnes. Dans la baie bien abritée, la surface de l'eau ondule à peine. Un endroit où de nombreux plaisanciers viennent jeter l'ancre, car on y cultive un sens inné de l'hospitalité.
Au départ de la station balnéaire, un petit tramway électrique conduit vers l'arrière-pays. Le tram remonte la vallée en direction de Sóller. On l'a baptisé Vallée d'Or pour les orangers qui ont fait sa richesse. Après 3 km d'une distance parcourue en une vingtaine de minutes, le tram arrive à Sóller. Longtemps isolée du reste de Majorque par le relief, la localité a conservé son authenticité. Sóller réunit tous les indices de la prospérité. Elle possède une église monumentale, érigée au XVIe siècle en grosses pierres taillées. Après avoir fait fortune, les producteurs de fruits se construisirent de belles demeures. Ils affichaient leur réussite et leur passion de l'art. Une passion toujours vivante à Sóller. Dans une salle jouxtant la gare, une exposition est consacrée à des œuvres de Miro et à des céramiques de Picasso. Picasso arrive très tard à la céramique. Il a 65 ans quand il commence à travailler à la terre cuite dans le midi de la France. D'un art considéré comme mineur, le génial catalan tirera le meilleur. Il produira sans discontinuer des milliers de pièces jusqu'à sa mort. C'est dans la région de Sóller que la Serra de Tramontana soulève ses plus hauts sommets. Le calcaire brut est omniprésent dans le paysage, façonné ou non par l'homme. L'homme est intervenu pour retenir l'eau tombée du ciel. L'homme est aussi intervenu pour franchir les montagnes. Un travail énorme que la nature n'a pas simplifié. La route qui suit la côte nord-ouest est sans doute l'une des plus sinueuses de toute la Méditerranée. Au cœur des falaises vertigineuses, l'homme s'est contenté d'une modeste ouverture. Alors que de l'autre côté, le torrent de Paraíso a largement ouvert une roche coriace. Il atteint la mer dans la crique de Sacalobra. La résidence de Son Maroch fut elle aussi la propriété de Louis Salvador d'Autriche. La passion pour l'île de l'archiduc vibre encore à travers la musique. Dans le marbre de Carrare, ou le calcaire de la roche, l'île de Majorque suscite la création artistique sous toutes les formes. Jamais à court d'inspiration, elle marie le soleil et les arts.